Bonjour à tous, moi je suis le docteur Fouché, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je travaille à la Conception à Marseille, en réanimation qui est spécialisée dans les grands brûlés et les malades d'hématologie, les leucémies, les lymphomes qui s'aggravent et qui sont en aplasie fébrile. Et par la force des choses, j'ai été amené à m'occuper des malades de Covid. Et donc Mathieu m'a demandé de venir parler des malades Covid dans des réanimations. Première chose que je peux vous dire, je pense que c'est important, c'est que j'ai pas de lien d'intérêt. Sur Transparence Santé, j'ai 450 €, j'ai été surpris moi-même d'en trouver autant. Ils sont liés au staff du service qui sont faits où à chaque fois on vous fait signer. Donc là j'ai été éclairé par Dominique Maraninki sur le vrai visage des laboratoires. Ça m'a permis d'arrêter ça une bonne fois pour toutes. Ma porte est fermée au laboratoire et définitivement. Donc je suis plutôt un petit joueur par rapport à certains autres. Vous avez Sir Patrick Vallance qui est en chef dans le... Comment s'appelle dans le groupe de réflexion scientifique du Royaume-Uni, et qui a 600 000 € de conflit d'intérêt avec GlaxoSmithKline. Il a des actions, et entre 2012 et 2018, il a touché 5 millions de livres sterling de conflit d'intérêt. Mais le gouvernement anglais dit que ça va, il n'y a pas de problème avec les vaccins. Et puis j'en profite pour vous remercier tous, parce qu'en fait, vu de la conception, vous avez fait un travail absolument incroyable et vous continuez à le faire. Et donc vraiment, j'ai juste mes remerciements à vous donner et mon admiration en fait pour tout ce que vous avez accompli, que vous accomplissez encore. Et tous les gens qui sont juchés dans leur certitude sur la méthodologie en surplomb devraient rougir jusqu'aux oreilles parce qu'ils ont les mains propres, mais ils n'ont pas de mains. Et donc ils devraient commencer par se cacher, se taire et faire. Je vais vous parler de quelques considérations générales sur la réanimation, et notamment l'idée, pour qu'on soit bien au clair, l'idée que pour tous les patients, c'est une descente aux enfers. Ils vont ressortir avec moins de plumes que ce qu'ils avaient avant, et que leurs conditions préalables de comorbidité s'en trouveront jamais améliorées, mais toujours amoindries. Et que la réanimation, elle est faite pour passer un épisode aigu, elle n'est pas faite pour des maladies chroniques qui arrivent en bout de course. Et ça, c'est bien expliqué par le fait qu'on prend en charge de manière complètement symptomatique, comme des plombiers du corps, mais bon, ça a sa noblesse, les défaillances d'organes et les fonctions vitales, et que ce faisant, qu'est-ce qu'on fait? On donne du temps. On donne du temps au traitement étiologique de faire sa preuve, on donne du temps au système inflammatoire de se calmer, on donne du temps au chirurgien de faire son travail, et donc les Américains ils disent qu'on achète du temps, to buy time. Et en fait, c'est ça notre métier, c'est d'acheter du temps. Et les progrès en réanimation, ces 12 à 15 dernières années, en fait, tout le long de moi, ma vie professionnelle, ils n'ont pas été marqués par l'apparition de nouveaux médicaments, de nouvelles techniques. C'est faux. Il n'y a pas de nouvelles techniques qui se sont développées. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, des applications, des trucs connectés qui ont changé quoi que ce soit au pronostic des malades. Ce qui a changé des choses au pronostic des malades, c'est le fait que les médecins en amont fassent mieux leur travail et aient des armes thérapeutiques plus ciblées, plus efficaces, une meilleure compréhension des maladies. Fait qu'on ne voit plus arriver certains malades en réanimation parce qu'ils sont mieux pris en charge en amont. C'est vrai pour les cancers, c'est vrai pour les leucémies, c'est vrai pour les lymphomes, c'est vrai pour les maladies infectieuses. C'est vrai pour les maladies auto-immunes et les traitements immunomodulateurs qui sont entrepris dans les maladies de système. Et donc on ne voit plus arriver des lupus au stade de poumon lupique, etc. Non, c'est pas... Voilà. L'autre chose qui a participé au progrès de la réanimation, c'est de mieux travailler justement ensemble, la coordination de ces médecins de la réanimation et de la post-réanimation. Une autre chose qui a amélioré, c'est la porosité à l'anesthésie de la réanimation, qui a pris le côté procédural de l'anesthésie et cette volonté de diminuer le niveau de risque. Et finalement, on a arrêté de faire les cow-boys, d'intuber les gens n'importe comment, etc., de faire des gestes qu'on ne savait pas faire. On a commencé à sécuriser les choses sous une forme procédurale. Et ça a diminué le niveau d'iatrogénie de manière majeure. Et c'est une des clés de l'amélioration pronostique en réanimation, c'est d'avoir diminué le niveau d'invasivité et diminué le niveau d'iatrogénie. Et donc, on est vraiment sur cette idée qu'il faut ne pas nuire. Et on va en reparler sur le Covid-19 parce que c'est le grand changement de doctrine qui a changé les choses en réanimation. Alors justement, d'où on part? En mars, on est parti de recommandations venant de Paris qui nous disaient « Bon, vous allez avoir un afflux saturant de victimes, c'est les plans mass casualties chez les Américains et dans l'armée, mais c'est assez bien codifié. Mais en fait, on n'a pas fait du tout ce qui se fait d'habitude dans l'armée. On a fait l'inverse. Parce que le dogme, c'était « Attention, la transmissibilité du virus, c'est Ebola. Les soignants tombent par paquets de mille. Donc, il faut vous protéger. Et donc, vous n'avez pas le droit d'utiliser des aérosols. Vous n'avez pas le droit d'utiliser des humidificateurs réchauffeurs dans les respirateurs. Vous devez mettre des filtres qui humidifient et qui réchauffent. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Ça crée plein d'iatrogénie.
Vous n'avez pas le droit d'utiliser ce qu'on appelle l'oxygénothérapie à haut débit. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est de l'oxygène à plein pot, à 50, 60 litres minute, et où vous réglez la FiO2 comme vous voulez, et qui permet de monter à des niveaux d'oxygénation qui permettent de tenir très très loin l'hypoxémie, sans avoir besoin d'être invasif et d'intuber et de ventiler les gens. Parce qu'une fois que vous les avez intubés et ventilés, là pour le coup vous allez commencer à être super iatrogène. Donc il y a une erreur de dogme initial, en fait. Le dogme réanimatoire qui a été donné par les réanimations parisiennes était faux, était juste simplement faux. Et on s'en est rendu compte de manière très rapide, puisque quand on a fait ce qu'ils nous ont dit, c'est-à-dire qu'à 6 litres d'oxygène, le dogme c'était vous les intuber. Il ne faut pas attendre, hein, parce que là ça va s'aggraver, c'est très grave. Et les femmes enceintes c'était à 4 litres. Attention. Hein. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et au bout de 2 malades, on s'est rendu compte qu'on les aggravait. Pour plein de raisons sur lesquelles on va revenir un petit peu sur la physiopathologie de la maladie, ou en tout cas ce qu'on essaye d'en comprendre au lit du malade, mais pour plein de raisons, on les aggravait, et surtout, on était dans une logique de gestion de flux qui était complètement stupide, puisqu'une fois que vous avez intubé quelqu'un, en gros, vous allez le garder entre 3 et 6 semaines, intubé, ventilé. Si vous avez une courbe épidémique qui monte de manière exponentielle sur 3 semaines, vous imaginez que la personne de 85 ans, la plus fragile que vous avez pris au début pour remplir votre réa-Covid, et voilà, avoir l'air de servir à quelque chose, alors que vous étiez vide depuis 2 semaines, eh ben, elle va rester, et qu'au moment où vous serez à la 3e semaine d'épidémie, ben, vous aurez votre réa rempli, et vous ne pourrez pas prendre quelqu'un de 65 ans qui a un Covid. Et donc ça, c'est tirer une balle dans le pied dès le départ. Donc comment est-ce qu'on a corrigé le tir? En fait, on a discuté avec les gens d'Italie, on s'est appelé en fait, entre réanimateurs, le réseau des réanimateurs en fait, est très très dense en termes de communication. On n'est pas d'accord sur plein de choses, on se crêpe le chignon sur plein de choses, mais au moins on se parle. Et on arrive à soulever des choses. Donc on s'est parlé avec l'Italie, avec l'Est, avec le Nord, etc. Il y a des warnings très précoces pour dire que les dogmes qui avaient été donnés étaient faux et qu'il fallait maintenir ces gens pas intubés et les laisser sous oxygénothérapie à haut débit, les laisser en chier, entre guillemets, et accompagner cette maladie-là. Et donc c'est la circulation de l'information. Et on va y revenir sur la dernière diapo qui sera sur l'épistémologie épidémique. C'est l'idée que c'est au lit du malade que ça se passe l'information, et qu'elle remonte et qu'elle s'échange. Ce n'est pas à Paris dans des bureaux. Donc attention au dogme, il est question de ne pas le respecter. Une autre chose dont je veux vous parler, c'est l'idée de la réa en tension. La réa était clairement en tension, presque au bord de la rupture en mars, puisqu'effectivement, on a quasiment doublé le parc de lits installés de réanimation. On est aux alentours de 5000 lits en France en réanimation, je ne vous parle pas de soins continus, soins intensifs, etc. Et on a augmenté de 4600 lits à peu près le nombre de lits pendant cette période-là. Donc on a doublé la capacité de manière très rapide. Et là, on peut saluer la réactivité, on a réussi à le faire. Mais à un prix très très lourd, qui a été d'arrêter toute la vie. Et là, on a vraiment besoin de peser la balance bénéfice-risque de ce qu'on fait, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait dans les plans Mascal. Dans les plans Mascal, on ne dit pas on va s'acharner sur celui qui est très très grave. On fait du triage. Le triage, les gens le découvrent peut-être, mais en fait c'est la réalité de la réanimation chaque jour, c'est que la réanimation est en tension en permanence. Elle est en permanence parce que vous êtes coté à la T2A, parce qu'il faut que vous fassiez plus d'actes pour moins cher, et que donc votre réa doit être remplie de toute manière en permanence. Parce que si elle est vide, on vous explique qu'on va vous retirer du personnel. Donc le principe, c'est d'avoir dans votre main, quand vous êtes clinicien, des cartes que vous pouvez jeter de temps en temps. Quelqu'un qui est en post-op et que vous pouvez faire sortir peut-être un jour plus vite que prévu, etc. Et qu'en fait, vous allez passer votre temps à être plein, mais à prendre des patients. Donc on est toujours dans cette situation-là, mais effectivement, cette situation-là, elle n'est pas résiliente, elle n'est pas du tout capable de s'adapter à un choc extérieur. Et là, il y a eu un très gros choc. Et ça a traumatisé une partie de mes collègues. Et donc, ils n'ont pas envie que ça se repasse. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas du tout en tension comme ça. Ça n'a rien à voir en termes d'ordre de grandeur. Ici, l'évolution du solde de patients en réanimation quotidien. Vous voyez ce qui se passe en mars et vous voyez ce qui se passe maintenant. Ça n'a juste rien à voir. Vous avez ici sur PACA, ça c'était toute la France. Ça c'est sur PACA, ce qui se passe, c'est de ce matin. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 500 lits de réanimation sur PACA et vous en avez 160 occupés, à peu près, par des patients Covid. La moitié qui sont ventilés, la moitié qui ne sont pas ventilés. Ventilés de manière invasive, j'entends, hein, c'est-à-dire avec un tube dans la gorge. Et en gros, vous êtes parti pour plusieurs semaines. Et le nombre de morts, c'est le bleu qui augmente doucement, là. On est à 59 morts depuis le 19 juillet. Et tout va bien. Respirez un grand coup, tout va bien. Donc la réalité, c'est qu'on fait peser à la société civile l'incapacité du système à être plastique, à s'adapter simplement et à gérer des flux.
des flux entrants et des flux sortants. Comment vous gérez une bouteille qui se remplit trop vite et qui ne se vide pas assez vite? Vous augmentez sa vidange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, vous les extubez avec une FiO2 à 60%, vous leur remettez un OptiFlow et vous coupez l'herbe sous le pied. Et puis vous allez les faire sortir à 8 litres d'oxygène parce que vous savez qu'ils sont dans une courbe où ils vont de mieux en mieux. La CRP est en train de baisser, la ferritine est en train de baisser, la phopénie est en train de s'amender, etc. Ils ont plus de virus. Ok, ils vont guérir, c'est sûr et certain. Eh bien, ok, vous allez laisser sortir à 8 litres d'oxygène en service et ce sera très bien. Mais ça veut dire que vous avez pensé un post-réa qui vous vidange les lits de réanimation et vous permet de prendre d'autres gens. En amont, voilà, il y a tellement à en dire en amont. Mais en amont, c'est pas un problème de il faut fermer les restaurants, c'est pas vrai. Qui démontrera que fermer les restaurants diminue le R0 et diminue la tension sur la réanimation? Je relirai son étude avec une grande attention, hein, je vous assure. La réalité, c'est que non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser les médecins prescrire et prescrire quelque chose de cost-effective. Vous sacrifiez l'économie d'un côté dans un premier choix de politique sanitaire, ou alors vous les laissez prescrire ce qu'ils veulent, qui coûte pas cher, qui n'est pas très toxique et qui peut-être peut rapporter gros. Je veux dire, quelqu'un de pragmatique, il n'a pas une hésitation, une seconde. Il laisse faire ça. Vous utilisez la médecine de ville. C'est une maladie qui, pour beaucoup, est ambulatoire actuellement. Et vous n'avez pas besoin de surcharger l'hôpital public pour ça. Vous utilisez le privé. Dans plein d'endroits, le privé n'a pas été utilisé. Ce n'est pas vrai à Marseille, mais à d'autres endroits, il n'a pas du tout été utilisé. Vous utilisez les réseaux de soins en ville. Les gens peuvent tout à fait rester avec 3 litres d'oxygène, des anticoagulants, des antiviraux et des corticoïdes à la maison. Ce n'est pas quelque chose de compliqué à prescrire ni à administrer. Et vous utilisez l'hospitalisation à domicile. Ça a été très insuffisamment fait. Et puis ensuite, vous communiquez tous les jours avec les médecins des services. C'est ce qui se passe, ce qu'on a fait à la conception. On s'est assis au bord de la table tous les jours à 12h30, on a discuté de tous les patients. Et on a fait du triage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'emblée, dès le début, avant même que ça commence, on a dit les gens de plus de 80 ans, grabataires, en EHPAD, avec des polypathologies, avec un cancer métastatique, ils sont sous le dessous de la pile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les soigner. Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner et aller les laisser mourir en EHPAD. Ça veut dire que vous les soignez, mais la réanimation pour eux, ce n'est pas quelque chose qui va leur profiter. Parce qu'une descente aux enfers à cet âge-là, ils en sortiront pas du tout indemnes. Et donc, vous les soignez en service, ils sont sous le dessous de la pile, et globalement, ça se passe bien. Et si vous laissez tous ces gens avec beaucoup d'oxygène, et plus loin que 6 litres, parce que là-dedans, si vous les laissez sous 15 litres d'oxygène, il y en a 50% ou 70% qui vont évoluer de manière favorable au bout de 5-6 jours, et qui en fait vont diminuer leur oxygène et s'améliorer. Et puis il y en a 30% que vous allez prendre en réa, et eux, vous allez leur mettre de l'OptiFlow, c'est-à-dire du haut débit. Et pareil, entre 8 et 10 jours, entre 8 et 12 jours à peu près, vous avez 70% qui vont s'améliorer, 50% maintenant dans ce deuxième acte, et qui vont ressortir en service. Et à la fin, vous n'aurez que 50% de 50% qui sont vraiment intubés, ventilés et qui en boucan de volley. Et vous diminuez le flux entrant. Ça va? Ça, c'est juste les chiffres sur PACA pour que les gens se déstressent, quoi, hein. Tout va bien, les gars, tout va bien. On a eu 534 malades, on a 500 lits de réa à peu près sur PACA, hein. Et il y en a déjà 313 qui sont sortis vivants, et puis on a eu 59 décès. 59 décès, c'est à peu près 11% des hospitalisations en réanimation, on tourne entre 10 et 11%. Bon, bah voilà, ouais, il y a 10% de gens qui meurent. Pour nous, ça correspond à une maladie relativement bénigne en réanimation, hein. On a des maladies bien plus graves, hein, qui sont avec un taux de létalité qui n'a rien à voir, hein. Donc, tout va bien. C'est juste long à gérer, il faut être patient. Et c'est juste contraignant, mais ce n'est pas Ebola. C'est pareil, si vous décidez que vous avez besoin d'un secteur Covid, le secteur il soit vide ou plein, de toute manière c'est comme ça. En fait, c'est pas comme ça qu'ils font à Toulon actuellement. À Toulon, Covid vient parmi les lits de réanimation, et puis ils mettent un portique devant, et puis l'infirmière, elle met le matos. C'est pas Ebola, voilà, c'est comme ça, et ça se passe bien. Et donc quand ils ont un lit, ils prennent, quand ils n'en ont pas, ils n'ont pas, et voilà. Et puis s'ils doivent transférer, ils transfèrent, comme n'importe quel autre malade de réanimation. Donc l'idée de sanctuariser des lits Covid, c'est un truc un peu étrange, en fait. Dans lequel, vous le savez, il y a du conflit d'intérêts. C'est pareil, si vous marquez Covid sur la feuille, eh ben, vous touchez de l'argent. Alors, qui est là en ce moment en réanimation et qui était là le premier acte? Qui était là au premier acte chez nous? Des malades hypertendus, diabétiques, obèses, ok. Le classico, quoi. Le classico des fragiles de notre société, qui ne correspond pas au fait que c'est des gens qui vont super bien. Parce qu'on a l'impression que dire ça, en fait, les obèses, ce serait une dérive progressive de la normalité. Non, c'est pas vrai, c'est une maladie grave. C'est notre société est globalement de plus en plus malade. Et donc, il faut le dire, c'est une maladie très grave, en fait, que d'être obèse. Et donc, ça veut dire que ça se traite en amont. Et là, vous aurez moins de gens en réanimation pour Covid sur obésité. Donc, l'obèse hypertendu, diabétique, très bien. Et celui-là, il s'en sort assez bien. En général, il arrive
vous le savez aussi bien que moi, sa phase virifère est terminée, il fait l'orage inflammatoire, et puis ça passe. Et puis globalement, il s'en tire plutôt bien. Et puis vous avez une autre frange de malades, qui nous étaient les immunodéprimés, notamment les greffés rénaux. Les greffés rénaux, ça c'était compliqué, parce qu'eux, ils restent virifères, et en même temps, ils ont l'orage inflammatoire. Et là, ils sont à 22 CT, 18 CT, ils restent comme ça pendant plusieurs semaines. Et en même temps, ils ont une CRP, une ferritine qui est au taquet, une lymphopénie très profonde, et j'ai l'impression que c'est cette phase de chevauchement des deux qui détermine le niveau pronostic. C'est ceux-là qui sont le plus graves, ceux qui restent avec les deux. On avait quelques femmes enceintes, mais qui finalement s'en tiraient plutôt bien. Il faut rassurer les femmes enceintes. Ça se passe relativement bien. On les a eu en péripartum parce qu'elles avaient un peu d'oxygène. Il y avait plein d'autres raisons pour lesquelles elles pouvaient avoir de l'oxygène, et pas uniquement le Covid du tout. Et puis actuellement, on avait des insuffisants rénaux chroniques terminaux, et ça a été les plus difficiles. Parce que cela, il y a une variation de l'état de charge en fonction de si vous les dialysez ou si vous ne les dialysez pas, qui a une énorme influence sur le niveau d'hypoxémie. Comme on l'expliquait au niveau physiopathologique, pour le moment, vous savez que les autopsies, elles sont faites sur des gens qui sont complètement cramés, et elles sont faites sur des gens qui ont eu de la iatrogénie, vraiment des complications de complications, etc. Et on ne sait pas très bien encore dire ce que c'est que la maladie. On a compris qu'il y a un problème vasculaire, on a compris qu'il y a un problème hématologique et sur la coagulation. Pour certains, on retrouve une alvéolite à cellules mononucléées. Ok, il y a l'histoire des anticorps anti-TNF, anti-interféron alpha. Bon. Pour nous, de manière pragmatique, en tant que plombier, on a l'impression que c'est un problème de capillarite pulmonaire. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une maladie des vaisseaux du poumon. Et pas tant de l'alvéole, parce que la compliance pulmonaire, et là c'est vraiment de la spécificité pour nous, mais elle est normale au départ. Et on a l'impression que ça fuse, ça suinte de manière précapillaire de la flotte dans l'interstitium pulmonaire. Et qu'au bout d'un moment, quand l'interstitium est tellement lourd, ça finit par effondrer le poumon, et là pour le coup, vous avez un lobe entier qui s'effondre. Et que là, ça commence à devenir plus grave en termes d'hypoxémie. Et que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les séquelles, elles ne seraient pas tant au niveau de l'alvéole, sur de la fibrose pulmonaire, mais peut-être sur de l'HTAP capillaire après. Ça, j'en sais rien encore, je ne sais pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que les remplir, si jamais vous remplissez à droite, ça va fuser directement dans le poumon, et là, pour le coup, vous avez une sorte de truc qui ressemble à de l'OAP, mais pas lié au cœur gauche. Bon. C'est peut-être flou ce que je vous dis, mais ça correspond, nous, à notre vision des choses, un petit peu comme voilà, des tuyaux, quoi, et de la mécanique de plomberie, quoi. On cherche, quand les gens commencent à s'aggraver, on cherche 4 choses. On cherche est-ce qu'ils ont une embolie pulmonaire, est-ce qu'ils ont un OAP, est-ce qu'ils ont une infection pulmonaire bactérienne surajoutée, et puis est-ce qu'ils ont une aggravation du Covid, et est-ce qu'ils ont une embolie pulmonaire, excusez-moi. Et on va chercher ça de manière systématique. Et en fait, on traite tout ça. On va y revenir. Donc les malades qu'on a actuellement, vous en avez une partie qui sont les obèses hypertendus. Vous en avez une partie qui sont Covid positifs, mais qui n'ont pas de maladie à Covid, et qui sont juste Covid positifs par une politique de dépistage de masse avec une probabilité pré-test qui est juste délirante. Et donc vous vous retrouvez avec quelqu'un de positif. On a une malade avec un lymphome médiastinal qui toussait un petit peu comme ça, et qui s'est retrouvé avec un test positif, et qui est branle-bas de combat dans le service. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas la mettre en secteur Covid, elle va le choper pour de bon, et elle doit avoir sa chimio. On l'a mis en réanimation pour la protéger. Et en fait, on a eu un autre qui avait une pneumonie apio avec un choc septique sur une aplasie fébrile post-chimio d'une leucémie aiguë. C'était pas un Covid, quoi. Et ceux-là, ils étaient à 32 CT, à peu près. Voilà. Et c'était pas le problème. Pourtant, ils ont compté dans les stats, hein, et ils font partie du délire collectif. Ils ont compté 5 jours de réanimation Covid dans les stats de PACA. Mais ils ne le sont pas. Ça, pour nous, pour le moment, c'est 3 patients sur 8, dans ceux qu'on a eu jusqu'ici. Vous avez une partie donc hypertendue, obèse, etc. Très bien, ceux-là on les connaît, et ils vont s'en sortir, et ils vont aller bien. Et puis vous avez partie des immunodéprimés avec des polypathologies très sévères. Et ceux-là, en fait, ça c'est compliqué, ça c'est difficile, ça va durer longtemps, et c'est pas sûr qu'ils s'en sortent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire greffe d'organes solides avec immunodépression, pour nous, allogreffe de moelle, etc. Donc est-ce que c'est grave? On peut rassurer les gens, en fait. Vous verrez des réanimateurs qui vous disent que ça peut être n'importe qui, hein, ça peut toucher n'importe qui. C'est pas vrai. Quand vous prenez les dossiers et on discute avec tous les réanimateurs de tous les trucs, il y a toujours quelque chose. Hein. Donc vous et moi, tout va bien. Tout va bien. Et les gens dans la rue, tout va bien. Il faut protéger les plus fragiles. Le traitement, en fait, je pensais que Gilles Kaplanski allait venir aujourd'hui et donc vous parler en gros de l'immunomodulation.
Enfin, vous le savez, hein, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on met des antibiotiques large spectre, et surtout quand on pense qu'il y a une surinfection, puis on élargit encore, quand il y a 39, qu'on a quelque chose de lobaire et qu'il y a une PCT qui monte, mais les arguments sont faibles et on retrouve très rarement des germes, finalement, donc on n'est même pas sûr qu'il y ait une vraie surinfection pulmonaire bactérienne. Mais bon, et puis de toute manière, ils ont reçu tellement d'antibiotiques, c'est complètement décapité, on n'est pas sûr de la retrouver. On met des anticoagulants à dose curative pour l'éventuelle embolie pulmonaire, ou en tout cas pas qu'elle arrive. Et puis on va regarder l'antithrombine 3, parce qu'on a l'impression que tous ces gens très inflammatoires, ils consomment leur antithrombine 3, et ils se mettent très très bas, et vous avez beau les anticoaguler, en fait ça ne marche pas. Et donc il faut doser l'antithrombine 3 et suivre, est-ce que votre héparine, quelle que soit la forme sous laquelle vous l'administrez, est efficace. Vous allez continuer les antiviraux s'ils étaient déjà en cours, et puis là ça dépend des équipes, mais je pense qu'encore une fois, il faut juste regarder la littérature en face, hein, et voilà. Et puis vous allez mettre en route de l'oxygène, et c'est surtout ça, pas d'hiatrogénie. D'abord, ne pas nuire. Donc évitez de les intuber, de les ventiler, parce que vous allez les sédater, que vous allez les bourrer de morphinique, qui vont être encore plus immunodéprimés, qui vont perdre tous leurs muscles, qui vont se retrouver dénutris. Non, 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 laissez-les manger, etc. Laissez-les être dyspnéiques pendant un bon moment, laissez-les avec beaucoup d'oxygène, et suivez ça de près, simplement ça. Et c'est ce qu'on fait, en fait. Et en fait, on n'intube personne la nuit en catastrophe, parce que ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même pas une maladie où l'évolution elle est fracassante à la seconde près. Vous voyez venir, vous avez quelques heures devant vous. Hein. Et puis vous essayez de faire de l'immunomodulation. Alors les réanimateurs, ça les fait rigoler, parce que ça fait quand même quelques années qu'on essaie d'immunomoduler les sepsis, et donc ça n'a jamais marché, quoi. Et donc tout le monde dit, bon. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Chez les gens pauvres, on a fait des corticoïdes, et puis voilà, c'est recovery, 8 mg de Dexa, puis on a l'impression que ça, effectivement, ça écrète un peu la phase inflammatoire. Okay. Et puis pour les gens riches, vous jouez avec des molécules onéreuses, et puis c'est ce dont peut-être Gilles voulait vous parler, c'est les anti-IL1, c'est les anti-IL6. À mon avis, il vaut mieux de l'anti-IL1 quitte à choisir, parce que la durée de vie du produit est beaucoup plus faible. En gros, en 24 heures, c'est fini. Alors on fait des doses bien supérieures à ce qui se fait d'habitude. Hein. L'anakinra, on le fait à 300, voilà, et par voie IV. Mais au bout de 24 heures, c'est fini. Donc vous avez une immunomodulation qui est quand même d'assez courte durée. Alors que quand vous faites du tocilizumab, comme à Paris, là, les anti-IL6, vous êtes parti pour plusieurs semaines. Et donc il y a des chances que vous guérissiez du Covid, mais qu'ensuite vous ayez la morbidité de l'immunosuppression et que vous fassiez un sepsis après. Donc ça, à mon avis, c'est un très mauvais choix. Et puis vous avez les anti-JAK et les choses comme ça, qui sont toutes les voies de l'enzyme de conversion. Bon, tout ça est fascinant, ou l'interféron bêta. À mon avis, c'est à la marge dans cette histoire. Mais dans les formes graves, on fait des anti-JAK, etc. Et on est en train d'essayer de comprendre et de voir ce qui se passe. On a publié sur ce sujet, sur les anti-IL1, pendant la première phase. Ok. Il y a vraiment quelque chose dont on ne parle absolument pas et qui me semble absolument fondamental. C'est que quand les malades sont en réanimation, c'est toute la famille qui est malade. C'est tout le monde qui est malade. Les gens, ils doivent arrêter leur boulot. Ils se disent, mais qu'est-ce qui devient? Est-ce qu'il va mourir? Il y a un niveau d'anxiété qui est majeur, en fait. Et on est là aussi pour soigner les familles. La directive, au départ, qui dit, vous n'avez pas le droit de venir visiter vos patients, c'est du délire. Hein. C'est penser que la relation humaine n'a aucune importance. Hein. C'est complètement du délire. Nous avons transgressé cela. Et toutes les réanimations de France ont transgressé cet ordre-là et ont laissé les gens voir leur famille. Avec un horaire de visite pour certains, avec un seul dans la chambre pour d'autres, et puis avec le matos, en les protégeant, etc. Mais on a laissé les gens voir les familles. Et si vous allez plus loin, on parle de la mort et des enterrements. Ouais. Société, quand R+ est mort, elle va vraiment pas bien. Et puis, la notion éthique du triage, j'y reviens encore une fois, c'est qu'à un moment... Si vous dites l'hôpital est en tension et je ne veux pas diminuer le nombre de chirurgies que je fais pour des choses qui sont vraiment nécessaires, il faut assumer. Soit vous mettez de l'argent dans le système et vous le rendez plastique et capable de monter en volume, soit vous dites, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et dans ce cas-là, il y a des gens que vous n'allez pas pouvoir prendre en réanimation. Et actuellement, les réanimations, vous regarderez les dossiers si vous y avez accès, etc. Vous discuterez avec les réanimateurs. Je peux vous assurer qu'il y a des gens où, en tout cas, en termes d'engagement thérapeutique, on peut se poser plein de questions. La dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est la notion d'épistémologie épidémique. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans un moment charnière de ce qu'est la création du savoir. Et on est en phase épidémique. Et ça pose des grandes questions, parce que vous voyez tomber l'evidence-based medicine. L'evidence-based medicine, en gros, a remplacé le mandarin. Le mandarin, vous disiez la messe, et puis après, vous alliez chez le voisin, puis vous disiez une autre messe, puis vous faisiez votre idée. C'était pas si mal, et en tout cas, il avait vu des malades. C'était pas quelqu'un qui faisait semblant. Il avait son idée, mais il avait vu des gens. Et puis vous avez l'evidence-based medicine qui arrive, qui dit non, A versus B dans une grosse série sur un critère principal de jugement.
ce truc-là a tous les biais de l'industrialisation de la création du savoir. C'est-à-dire qu'il vous fait un savoir formaté, toujours le même, comme une industrie fait toujours le même produit, et il va toujours faire un petit peu plus de la même chose sans jamais tolérer aucune bifurcation. Et puis à la fin, vous allez avoir des espèces de grandes usines à fabriquer du PQ qui sont là juste pour faire des publications, quoi, pour agréger des gens, pour qu'ils fassent leurs thèses, pour qu'ils fassent leurs trucs, qui n'ont plus aucune préoccupation de questionner le savoir, d'aller plus loin, de bifurquer, de savoir si vraiment ce qu'on a dit jusqu'ici était juste. Vous allez juste chercher des niches toujours un petit peu plus loin dans ce que vous savez déjà faire. Ce système-là, il arrive au bout de course dans une épidémie. Il n'est pas capable de répondre à la question. Et donc on prétend, et c'est arrivé avec Google Flu Trends en 2008 dans Science, vous vous souvenez, d'un coup, le big data nous dit, attention, moi, par la duplication numérique du monde, je suis capable d'avoir toutes les datas. Parce que dans votre poche, je suis capable d'avoir votre chaleur, votre hygrométrie, votre GPS, et tout ce que vous voulez. Et je vais mettre ça dans un grand truc, et si j'ai un reflet du monde à un instant T, ça veut dire qu'à T+1, je vais pouvoir dire comment ça se passe. Ça, c'est Waze. Waze vous pilote. Et par un traitement algorithmique de la data, je vais pouvoir dire ce qu'il faut faire. Et je vais vous déposséder de votre capacité herméneutique sur le réel. Herméneutique, ça veut dire capacité à interpréter les signes du réel. C'est-à-dire à vous dire ce que vous voyez. Non, maintenant c'est Waze qui dit mieux que vous par où vous devez passer. Maintenant, c'est du big data algorithmique gérant des courbes épidémiologiques qui vous disent mieux que vous ce qui se passe. C'est du délire. C'est d'autant plus du délire que ce traitement algorithmique de la data, géré par des grandes majors de l'industrie de la data, justement, qui se trouve être en plus monétarisé au plus haut niveau dans le monde actuellement, en fait, ont un pouvoir prescriptif sur le réel. Si Waze dit à tout le monde vous passez par là, il y aura un embouteillage. Donc ils font le monde tel qu'ils ont décidé qu'il serait. Ça va pas et ça va d'autres. Et c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. La réalité, ce n'est pas ce que vous disent les médias. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut éteindre la télé. Vous savez qu'à l'AP, dans les lits des malades, il y a 3 chaînes gratuites. Il y a APHM TV, qui est-ce qui a envie de regarder des gens se faire charcuter quand il vient d'avoir une chirurgie. Il y a Gulli. Alors, Gulli, c'est vulgaire, c'est moche. Si vous êtes un adulte, c'est juste pas possible, plus de 3 minutes. Et la dernière, vous savez ce que c'est? BFM Télé. C'est pas un scandale? Éteignez vos téléphones portables. Arrêtez de croire que le big data va résoudre votre problème et le grand virage numérique qu'on nous promet, où il y aura de l'intelligence artificielle partout et plus d'humains. Mais dites non. Qui est-ce qui soigne? C'est les humains. Qui est-ce qui crée du lien? C'est les humains. Bon, je suis en colère, vous avez senti. Hein. Mais il y a tellement d'argent dans ce truc. L'université file à plein pot. On va faire que des startups du numérique. On essaie de faire du low-tech en réanimation, c'est-à-dire de faire des trucs de bon sens. On ne trouve pas un rond, on n'arrive même pas à publier, alors qu'on fait des trucs de bon sens super utiles, qui marchent bien, des petites pirouettes cliniques à tous les étages. Et on nous dit non, mais faites plutôt de l'intelligence artificielle, vous faites une app, là vous aurez tout ce que vous voulez, quoi. Système à l'américaine. On veut transformer l'université française libre en université américaine financée par des majors. Bon, il faut dire non à ça et arrêter ce système-là. Donc finalement, l'épistémologie épidémique, elle se fait là. Elle se fait par les cliniciens, elle se fait par les vrais gens, et les vrais gens qui se parlent, qui se mettent en réseau. Et c'est ça la force aujourd'hui, c'est qu'on est en réseau. Vous avez plus appris par des tutos sur YouTube que par de l'evidence-based medicine sur cette épidémie. Ça, c'est un changement majeur. Merci à tous.